Donc, pour commencer notre après-midi, on a une table ronde animée par Anthony et on a ici Ariane qui va représenter la revue Facteur humain, Alejandro pour les actes des journées de linguistique, Bianca Martin et Laura Bartlett pour Homilia. La table ronde va se dérouler de 14h, de 13h à 14h avec une période de questions de 10 minutes, mais je crois que tu voulais peut-être. On va raccourcir, là, prendre trois quarts d'heure environ, puis la période de questions sera plus longue. Laisser la chance de discuter avec le public. euh, je vous laisse pour la table ronde. Merci. Merci Maggie. Donc, tu vas me présenter Anthony Lemire. Je suis étudiant en linguistique ici au doctorat à l'Université Laval. Je voudrais remercier là, d'entrée de jeu Gabriel Zamaki, là, qui je vois qui est en ligne pour m'avoir proposé d'animer la table ronde aujourd'hui. Et aussi remercier le comité organisateur des JDL là, avec Gabriel, Maggie et Linda pour l'organisation de cet événement qui nous est cher. Donc, j'aimerais commencer. Alors, Maggie a dit vos noms, nommé les revues dont vous êtes les représentants aujourd'hui. Mais chacun, à tour de rôle, j'aimerais que vous dites donc le nom, rappelez le nom de la revue, à quelle université elle est attachée, puis aussi quel est le public de cette revue, quelles sont les disciplines qui sont concernées par la revue. Ariane, je vais commencer avec toi. Est-ce qu'on m'entend bien tout le monde? Ça va? Oui. Bonjour tout le monde. Alors, Ariane Lefebvre, je suis coordonnatrice de la revue Facteurs humains, qui est une revue en sciences humaines et sociales. Donc, très largement, en fait, on couvre 7 facultés des sciences humaines et sociales ici à l'Université de Montréal. Ça concerne la faculté des lettres et des sciences humaines, sciences de l'éducation, sciences sociales, théologie, sciences religieuses, philosophie, droit et musique. Donc, c'est assez varié, les disciplines qui sont couvertes. Ce sont évidemment toutes les disciplines qu'on pourrait retrouver dans ces différentes facultés-là. Et la revue, elle s'adresse principalement, elle accueille en fait principalement les articles d'étudiantes et étudiants des cycles supérieurs. Donc, on parle de la maîtrise, du doctorat, surtout maîtrise recherche, étant donné on se spécialise vraiment dans les questions vraiment de recherche. Cela dit, on a déjà eu quelques articles qui étaient plutôt axés sur l'expérientiel, donc qui pouvaient être plus liés à ce qu'on retrouverait par exemple dans des stages. Donc, c'est pas impossible de voir quelques articles qui sont issus d'une maîtrise professionnelle, par exemple, quoique c'est plus rare. Et on a un comité éditorial et un comité scientifique qui est composé de professeurs, chercheuses, chercheurs. Ça peut être aussi des personnes, par exemple, bibliothécaires spécialisées, si notamment on a des revues de littérature, des revues narratives ou systématiques à faire évaluer. Et donc, c'est vraiment une revue qui est scientifique par des profs, mais pour des étudiantes et étudiants. L'objectif là, dans cette revue-là, c'est vraiment de former la relève en recherche. Donc, voilà. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Oui. Merci, Ariane. Laura. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. On va faire une présentation à double voix. Alors, Bianca et moi, on est sur le comité éditorial de la revue Homilia en communication, lettres et sciences du langage. C'est une revue qui est gérée par des personnes étudiantes et qui s'adresse à des personnes étudiantes qui vont publier un article dans Homilia. Je te laisse continuer. On est une revue à double aveugle où on a jugé pertinent de mettre les étudiants en valeur. Donc, on a une révision par un professeur et un étudiant pour chacun des articles. On est ouvert à un public général, c'est-à-dire que la première édition a été notre édition test a été menée uniquement à l'Université de Sherbrooke. La deuxième édition a été ouverte à toutes les universités francophones au Canada ou à toute personne travaillant en français au Canada. Sur n'importe quel sujet qui touche à nos 3 disciplines. Donc, voilà. Sinon aussi, j'ai oublié quelque chose. Oui.
Oui, je suis responsable de la section sciences du langage. Donc, c'est moi qui compile les données quand on reçoit les évaluations. Bonjour tout le monde, je m'appelle Alejandro. Moi, je suis étudiant ici au doctorat en linguistique, didactique des langues. Et je vais prendre cette année les projets de ESAC, de colloque, de GTL. Comme vous connaissez, c'est un projet vraiment qui donne aux étudiants l'opportunité de publier des articles après les colloques. Donc, on donne les opportunités à tous les étudiants en linguistique, puis aussi linguistique, didactique des langues et traductologie. Et oui, mais Alejandro, je pense que déjà, il y a une différence entre la revue des actes des journées linguistiques et les deux autres revues, Homilia et Facteurs humains, par rapport à l'implication de profs ou non dans le fonctionnement éditorial. Parce que, à la différence des deux autres, les actes des journées linguistiques, c'est entièrement étudiant. Donc, comité éditorial dont tu fais partie, justement, étudiant, les évaluatrices et évaluateurs qu'on recrute, ce sont aussi des étudiants de cycle supérieur en recherche. Donc, c'est déjà une différence qu'on peut souligner dans le mode de fonctionnement des revues. Mais avant d'explorer le plus en détail ces détails le plus techniques, le fonctionnement éditorial, les enjeux, les défis auxquels vous faites face, j'aimerais que vous parliez du contexte de développement du projet de chacune des revues. Et vous pouvez apporter une perspective personnelle aussi. Pourquoi vous êtes intéressé par ce projet-là, si vous en avez été l'instigatrice, par exemple, ou si vous êtes arrivé un peu plus tard dans le processus? Oui, alors pour ce qui est de la revue Facteurs humains, en fait, elle a été construite dans le contexte de l'appui à la réussite. Donc, ici à l'Université Laval, depuis 2021, on développe énormément d'actions, on va dire, de mesures d'appui à la réussite pour accompagner les personnes étudiantes dans leur cheminement. Le but de la revue, donc, c'était justement un des axes de l'appui à la réussite que d'offrir un espace de publication pour les personnes étudiantes des cycles supérieurs. Alors, en fait, c'est qu'on a constaté là, entre 2021 et 2023, qui est le moment de la création de la revue Facteurs humains, que les personnes étudiantes qui sont dans les disciplines des sciences humaines et sociales ont peu d'espace de publication qui leur est propre, qui sont scientifiques dans des revues qui sont actuellement reconnues aussi scientifiquement et qui ne sont pas strictement étudiantes. Parce que ça, des revues étudiantes, il y en a quand même plusieurs là, dans les différentes facultés qui nous concernent. Mais c'est assez difficile de réussir à faire une première publication dans des revues qui ne sont pas absolument étudiantes. Et donc, on a souhaité là, vraiment développer un espace pour permettre aux personnes étudiantes de publier dans ce contexte-là. Et moi, ça me tenait particulièrement à cœur parce que, étant à ce moment-là encore doctorante, je n'avais pas eu énormément d'occasions de publier. Ma direction de recherche, quoique très présente, qui m'a beaucoup aidée là, dans différentes communications, dans des congrès, ce genre de choses-là, ne rédigeait pas particulièrement avec moi les différentes communications. Et donc, et ça ne se fait pas vraiment non plus en littérature. Là, moi, je viens de littérature. Ça ne se fait pas vraiment de publier en collaboration avec sa direction de recherche. On a constaté qu'en sciences humaines et sociales, en fait, c'était même quelque chose d'assez rare de publier en collaboration avec sa direction de recherche, chose qui est assez commune dans les autres disciplines. Et donc, c'est un peu de ça que c'est né. Pour moi, c'était important parce que je me disais, si j'avais eu cette occasion-là, quand moi j'ai fait mes études, ben, ça m'aurait donné beaucoup de chance. Et voilà, c'est un peu dans ce contexte-là qu'on a décidé de construire la revue Facteurs humains en 2023. Et depuis ce temps-là, franchement, ça a eu un super succès. On a énormément d'articles, on a déjà 2 numéros sortis. Donc voilà, c'est vraiment extraordinaire ce que ça fait et ça fait toute la différence, je pense, chez les personnes étudiantes. Et j'aimerais le souligner justement, ce sont toutes des initiatives récentes, les 3 revues. Premier numéro de Facteurs humains, c'était en 2024, si je ne me trompe pas. Exactement. Et là, le deuxième, le plus récent, c'est en décembre dernier, 2025, qui a été publié sur la plateforme OJS. On pourrait revenir là, sur ces technicalités-là. Homilia, premier numéro l'an dernier, non, 2025, septembre 2025, donc aussi c'est très récent. Et Actes des journées linguistiques, malgré le fait que les actes, il y en a qui sont publiés depuis le début du colloque, dans les années 80. Et là, c'est spécifiquement la revue consacrée à la publication des actes,
avec une collaboration avec la bibliothèque de l'Université Laval, aussi l'utilisation de la plateforme OJS pour la publication. Donc, ça assure une meilleure diffusion des articles qui sont écrits par les étudiants. Premier numéro, donc, c'était en 2025 pour les actes des journées linguistiques 2024 et les actes des journées de 2025 sont en cours de production, dont on devrait paraître bientôt aussi. Donc, dans les trois cas, c'est des initiatives très récentes et on a juste hâte de voir comment chacune va se développer maintenant. Oui, Laura, pour Omilia. Ouais, je pense que nous aussi, on a bien hâte de voir comment ces revues vont évoluer. En ce qui concerne Omilia, donc Bianca et moi sommes les cofondatrices de la revue. On a commencé le doctorat toutes les deux en septembre 2023 et on a vu qu'il y avait un besoin réel de la communauté étudiante. Je rejoins les propos d'Ariane par rapport à la création de la revue Facteurs humains. Ici, je rajouterais que Omilia est une initiative étudiante et qu'on essaye de mettre en avant une vision collaborative où on s'entraide entre pairs pour développer des compétences rédactionnelles. Donc, on a mis en place un processus éditorial où il y a beaucoup de rétroaction entre les personnes du comité éditorial. Nous sommes nous aussi des personnes étudiantes, les personnes autrices, avec les personnes réviseuses également, et ce, pendant tout le long du processus éditorial. Et ici, je rajouterais que personnellement, l'édition savante, c'était un monde que je connaissais pas du tout. Et je pense que quand on se destine ou quand on cherche à aller vers une carrière académique, je pense que c'est important de connaître les rouages de l'édition savante, de savoir comment ça fonctionne, se familiariser avec les processus éditoriaux. Et je me suis dit que en créant la revue, on apprendrait nous aussi énormément de choses et c'est le cas. Je cherche pour rajouter par-dessus ce que tu viens de dire, en fait. Donc, l'idée d'Omélia est partie d'un besoin qu'on a constaté, en fait, parce que nous, à l'Université de Sherbrooke, les revues étudiantes ne sont pas si nombreuses que ça. Il y en a une en histoire, mais elle ne produit pas en révision à double aveugle, par exemple. Il y a beaucoup de structures qui sont produites à l'université par des profs où des étudiants sont parfois impliqués à l'intérieur, mais il n'y a pas de structure spécifique faite par et pour les étudiants. Et nous, c'est un besoin qu'on a ressenti parce qu'il y a des choses que l'on ne peut pas nécessairement apprendre au courant de la formation, justement, si on ne met pas les mains à l'intérieur du processus pour apprendre, pour avoir la réflexion vraiment. Donc, c'est vraiment ce qui moi, c'est ce qui m'a poussé à embarquer dans le projet avec autant d'intensité parce que c'est un gros bébé qui a quand même, parce qu'avant la publication, il y a pratiquement 1 an et demi de travail en amont. Donc, il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup de discussions et beaucoup d'implication et de support de la part de l'université aussi, qui est très important souligné dans mes yeux, dans ce processus. On y reviendra sur la question du temps. Donc, les temporalités de l'édition et comment ça s'inscrit plus ou moins bien dans un cheminement d'étudiants, d'étudiantes au cycle supérieur. Moi, je vais raconter une petite histoire. Je suis étudiant à l'international, je viens du Costa Rica, mais j'ai eu vraiment au Costa Rica l'opportunité de travailler dans un programme qui m'a donné l'opportunité de faire beaucoup de recherches et de passer dans les processus en tant qu'auteur. Donc, pour moi, c'était vraiment quand je connais ici, je veux remercier Gabriel, que c'était la personne qui m'a introduit dans le projet. Puis, à cause de mon expérience au Costa Rica, j'ai vu mes collègues, par exemple, à la maîtrise, qui n'ont pas eu l'opportunité de publier. Surtout au XIIe siècle, c'est vraiment, les temps s'est réduit en 12 ans parfois pour les étudiants. Et on a plusieurs étudiants qui n'ont jamais publié un article parce que soit la direction n'aide pas, soit les temps n'aident pas non plus. Donc, quand j'ai connu les programmes, j'étais comme, oh, ça va être une bonne expérience, mais aussi de s'impliquer, aider plusieurs étudiants comme en tant que maintenant éditeur-chef à avoir l'opportunité de publier. Je pense que c'est vraiment une opportunité
pour grandir, pas seulement pour nous en tant que fait partie du comité éditorial, etc., mais aussi pour les étudiants d'avoir une opportunité de montrer comment c'est les processus en tant qu'auteur et aussi donner ses goûts de continuer à faire la recherche dans le futur. Avant de passer au prochain thème, j'aimerais vous demander si vous avez déjà des questions pour un autre panéliste jusqu'à maintenant par rapport au contexte du développement des projets. Moi, j'aurais une question sur les articles qui pourraient être publiés dans une autre langue que le français. Est-ce que dans vos revues, vous avez été confronté à ça et comment vous y répondez? Je pense que la question se pose dans le contexte de la recherche en français, ici au Québec et au Canada. J'ai pris un petit peu ta place, Anthony. J'ai peut-être brûlé. Ok, parfait. C'est vraiment une bonne question. En fait, nous, on a pris la décision à la revue Facteurs humains de publier exclusivement des articles en français. Parce que dans les faits, présentement, effectivement, la recherche, elle est publiée en anglais. Très récemment, la revue Facteurs humains a fait le processus en fait pour être diffusée chez Érudit, justement dans la continuité de la publication en français de la recherche au Canada. Et donc, à partir de notre prochain numéro, la revue va être diffusée par Érudit, précisément parce que pour nous, c'est très important la recherche de la réaliser en français. Je pense qu'il y a un bassin de plus en plus important de chercheuses et de chercheurs qui travaillent en français, qui vivent éventuellement en français aussi et qui publient en français. Et le français est une langue vivante, c'est une langue qui peut apporter, je pense, énormément à la recherche et donc on contribue, si on veut, à la diffusion de la recherche là, en français. Donc nous, quand on reçoit des propositions d'articles qui seraient en anglais, naturellement, en fait, on va inviter la personne autrice à nous soumettre une version française si c'est dans sa capacité. Ça m'arrive régulièrement, je fais partie des personnes réviseurs au niveau de la langue à la revue. Donc, je ne suis pas évaluatrice, évidemment, puisque les gens me connaissent. Mais donc, ça m'arrive quand même régulièrement d'accompagner les personnes autrices qui ne sont pas francophones, mais qui cherchent quand même à soumettre un article. Et donc, on a tout un accompagnement qui est possible aussi de ce côté-là. On offre du mentorat, on offre de l'aide au niveau de la révision linguistique et ça gratuitement, là, justement, pour donner des occasions là, de transmettre en français. Et je vous renverrai la même question. Là, on peut voir la réponse d'Alejandro avant, mais voilà. Merci. Bon. On partage la même vision. On a discuté les sujets à l'intérieur des comités pour cette année, mais on aimerait vraiment garder un peu plus l'importance de la langue française, surtout dans les contextes. Mais on est vraiment ouvert dans le futur, peut-être d'accepter, par exemple, moi, le français, c'est ma troisième langue. Donc, on a pensé même à accepter peut-être des papiers en espagnol, c'est ma langue maternelle, ou même en anglais. Mais pour l'instant, comme vous avez dit, on pense que pour l'instant, c'est aussi important dans les contextes de garder un peu la langue française comme au milieu aussi pour donner un peu plus d'importance à la partie de recherche parce que parfois, c'est beaucoup de papiers en anglais. Et ça donne un autre défi que ça réduit, par exemple, la quantité de personnes qu'on peut demander de faire de révision. Parfois, on a des personnes à l'extérieur qui aimeraient nous aider, mais qui ne sont pas vraiment à l'aise, par exemple, de corriger ou faire la vérification du papier en français. Donc, c'est vraiment un sujet que j'espère que dans le futur, on pourrait vraiment garder l'égalité au moins moitié-moitié, moitié français, moitié des autres langues, mais aussi pour offrir l'opportunité à des autres étudiants qui n'ont pas vraiment le niveau de français pour rédiger un papier complet en français. Nous, la réflexion a été eue très tôt à l'intérieur du processus et peut-être parce qu'on est toutes les deux attachées à un département qui travaille sur le français au Québec. Donc, l'objet d'étude en tant que tel
et le français, on se verrait mal publier en anglais. Donc, nous, la réflexion a été posée très, très tôt et on a décidé de publier uniquement en français, même si nos résumés sont en anglais aussi pour des raisons de découvrabilité. Notre idéologie derrière, c'était qu'il faut justement mettre en valeur ce que l'on est en mesure de pouvoir créer au Québec dans nos universités francophones pour la première édition, au Canada dans nos universités où on travaille en français, et en offrant justement un suivi et un soutien aux étudiants qui publient. On peut leur permettre à un étudiant qui ne se sent pas nécessairement à l'aise de devenir à l'aise, parce que le fait de publier en français, c'est quand même intimidant dans un certain sens. Il manque quelque chose. Peut-être ajouter sur la littérature comparée. Oui. On a eu la question par rapport aussi, étant donné que dans nos programmes, on compte aussi littérature comparée. Il y a eu une réflexion théorique qui s'est posée à l'intérieur. Majoritairement francophone. Pour ces programmes-là, le fait d'avoir une revue exclusivement en français, on ne voulait pas exclure non plus les personnes qui travaillent en français avec d'autres langues. Donc, pour ces cas-là, dans notre charte, c'est écrit que ces articles-là doivent être écrits majoritairement en français, mais qu'on accepte d'avoir des paragraphes en littérature comparée. Quand c'est justifié, on l'accepte également. Voilà. Qui traduisent l'ouvrage sur lequel ils travaillent. J'ai envie de demeurer sur la piste de la langue de publication sur laquelle nous a lancé Laura, en déviation de mon planning. C'est très bien comme ça. Il y a beaucoup de place pour l'émergence des sujets dans la discussion. Puis, je voulais aborder deux choses. C'est déjà la sensibilité à cette question-là, elle est dépendante du contexte. Donc, un exemple avec les actes des journées de linguistique. Les actes sont issus, c'est une prolongation, une continuation des communications qui ont lieu lors du colloque. Et c'est un colloque international, donc qui attire justement des jeunes chercheuses, des jeunes chercheurs dont la langue maternelle n'est pas nécessairement le français et dont la langue d'étude n'est pas le français nécessairement non plus. Donc, ça apporte des questions, des façons différentes d'évaluer ce genre de questions-là. Et j'aimerais aborder aussi un événement qui a eu lieu très récemment, du 17 au 19 février, en lien avec la publication savante étudiante, le Student Journal Forum, auquel vous participez. Vous avez tous les deux participé, je crois, hein, Bianca et Laura. C'est un forum qui a lieu depuis une dizaine d'années et c'est une collaboration de plusieurs institutions universitaires ou spécifiquement des bibliothèques de ces universités-là. Je pense que l'Université de Toronto, le principal, c'est ça, organisateur. Et d'ailleurs, l'un des sponsors de cet événement-là, c'est juste me rappeler exactement comment le dire. Je m'étais laissé une note. J'ai oublié, mais c'est quelque chose, Publishing Project, c'est en lien avec la Simon Fraser University. Et c'est ce projet-là. Ariane, tu le saurais, je crois, plus que moi. C'est eux qui sont derrière OJS, Open Journal System, donc la plateforme que Facteurs Humains utilise jusqu'à maintenant pour l'édition et la publication des articles, et aussi la plateforme que les actes, la revue des actes des journées linguistiques utilise pour la publication. Donc, je reviens au forum, le Student Journal Forum. Bianca et Laura, est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience, de votre participation à ce forum-là, qui est en anglais à la base? Et vous m'avez dit tout à l'heure, il y a eu une petite section francophone. Pouvez-vous nous en dire plus? Il y avait 3 présentations en français collées. C'était particulier parce qu'on était justement 3 publications, les 3 seules publications francophones qui ont été présentes sur toute la durée des 3 journées du colloque. Personnellement, moi, ce qui m'a frappé, c'est le fait que nous, on avait été on était sous-titrés, on était doublés, ce qui n'était pas le cas pour les présentations en anglais. Il n'y avait pas de doublage en français qui était offert. C'était pas mal
on prenait pour acquis qu'on était capable de comprendre en anglais. Ce que je trouve un peu dommage, mais qui est représentatif quand même du milieu dans lequel on est. C'est mon petit point éditorial. Je dirais quand même que c'était quand même une initiative de laisser une place aux revues francophones et je pense que c'est aux revues francophones aussi de se saisir de ces opportunités-là pour participer à ce type de forum. C'est une invitation aussi pour les prochaines années. C'est vrai, on était un panel de 3 revues, l'INRS, la revue d'histoire de l'Université de Sherbrooke et Omélia ici. Et rien qu'à nous 3, on a quand même discuté, on a quand même essayé d'échanger. Donc, je pense que ça peut être une initiative quand même à saisir, je dirais. J'aimerais maintenant qu'on aborde les fins détails du processus éditorial. On peut discuter. J'aimerais le lancer dans une perspective particulière. Parce que j'aimerais arriver à nommer et à discuter des enjeux, des défis auxquels on fait face. Mais pour ça, commencer assez brièvement à expliquer le mode de fonctionnement de la revue, son insertion institutionnelle, est-ce qu'il y a des collaborations qui ont été faites pour développer la revue et ensuite pour le maintien des activités éditoriales. Aborder aussi la question de la plateforme de publication. Là, je l'ai nommée pour facteurs humains pour les actes. Mais concrètement, là, en bout de ligne, comment est-ce que les productions sont publiées? Et vous pouvez soit vous limitez à ça, ou vous pouvez déjà commencer à soulever les défis que présente le processus éditorial. Ariane, tu as le micro. Tu commences. Oui. Alors, pour la revue Facteurs humains, bien évidemment, nous, on a commencé vraiment à travailler à partir de la Faculté des lettres et sciences humaines. Moi, je suis issue de la Faculté des lettres et sciences humaines. C'est un projet qui est né un petit peu de cette faculté-là. On s'est rendu vite compte que il y avait des personnes d'autres facultés qui souhaitaient participer. Donc, la création de la revue s'est faite là, grâce à l'initiative vraiment de 3 facultés qui se sont regroupées. Et donc, on a vraiment commencé là, les 3 facultés ensemble à réfléchir au processus éditorial. Puis, les autres facultés ont finalement accepté, là, si on veut, de se joindre à nous en ayant déjà conscience du processus éditorial qui a été établi là, dès le départ. Au début, on était 5, quand on a vraiment lancé la revue, puis maintenant 7, là, tout récemment. Et donc, le processus éditorial présentement, c'est un processus, on va dire, assez traditionnel, si je peux me permettre. C'est un processus en double aveugle. Les articles qui sont reçus et traités sont envoyés en évaluation auprès de 2 à 3 personnes évaluatrices qui ne connaissent pas la personne autrice et vice-versa, hein, la personne autrice ne connaît pas les personnes qui vont évaluer son article. Une fois que les articles ont été évalués par un premier cycle d'évaluation, les commentaires sont, dans notre cas, à nous, là, on filtre, évidemment. Je pense que vous avez tous cette expérience où on peut avoir des personnes évaluatrices qui n'ont pas nécessairement conscience d'être en face d'étudiantes et étudiants. Parfois, ils peuvent être un petit peu sévères sur les attentes. Et donc, nous, on va venir combler, si on veut, les demandes des personnes qui ont évalué l'article pour essayer soit d'adoucir le ton parfois, soit aussi de compléter les commentaires qui sont là pour vraiment permettre aux étudiants et étudiantes d'apporter les corrections nécessaires pour la publication. Donc, c'est vraiment un processus qui vise à accompagner la personne étudiante dans tout son processus de rédaction. Moi, je donne aussi un accompagnement
accompagnement personnalisé là, en mentorat. Donc, je suis vraiment là pour aider les personnes dans la rédaction. Je donne des formations aux étudiantes et étudiantes en rédaction scientifique. Et donc, vraiment, mon objectif, c'est un accompagnement plus personnalisé, plus individuel, autant que faire se peut. Là. J'ai présentement 54 articles en traitement, donc le traitement individuel est un petit peu plus long, on va dire, mais autant que faire se peut. Et donc, il peut y avoir 1, 2, 3 cycles d'évaluation là, selon les besoins. Et ensuite de ça, on passe en révision linguistique avant la publication officielle sur notre site web. La plateforme qu'on utilise présentement, c'est Open Journal System, donc OJS, qui a été nommé quelques fois déjà depuis le début. Et donc, on a choisi cette plateforme-là, en fait, parce que, d'une part, elle est soutenue par la bibliothèque de l'Université Laval, qui offre vraiment un accompagnement exceptionnel. Je ne sais pas s'il y a des gens quelque part de la bibliothèque, mais il faut que je le dise, là, vraiment, soutien absolument merveilleux, présence constante. En cas de besoin, on peut communiquer avec les personnes qui sont là, les techniciennes, techniciens. Cette plateforme-là, elle nous permet de faire un suivi régulier des évaluations. Ça nous permet aussi d'assurer une évaluation en double aveugle. Donc, en fait, la plateforme elle-même, elle assure le double aveugle. Nous, on voit là, vraiment, comme coordonnatrice, je vois tous les noms de tout le monde, mais dès que j'envoie l'évaluation à quelqu'un, c'est anonymisé, là, outre les fichiers eux-mêmes que je dois moi-même anonymiser, évidemment. Et donc, voilà, je pense que le plus grand des enjeux qu'on peut rencontrer, puis enfin, je serais curieuse de savoir si vous avez la même vision, là, mais de notre côté, c'est vraiment la recherche des évaluatrices et évaluateurs et leur disponibilité. Parce que ça va être difficile de trouver des personnes qui ne connaissent pas les auteurs, les autrices. On travaille dans des milieux qui sont assez spécialisés, doctorat surtout, tout le monde se connaît. Donc, c'est un petit univers quand même dans chaque discipline. Donc, c'est vraiment le plus gros enjeu que nous, on rencontre, de trouver des personnes évaluatrices qui ne connaissent pas les auteurs et éventuellement aussi d'avoir leur disponibilité. Parce que ils sont pleins de bonne volonté, mais ils n'ont pas toujours le temps pour faire les évaluations. Donc, ça ressemble un petit peu à ça pour nous pour l'instant, le processus éditorial. Voilà. Super. Bon, de notre côté, on travaille un peu pareil avec la même plateforme OJS, mais on l'utilise seulement maintenant pour publier à la fin. On l'utilise avec toutes les étapes qu'on peut faire, les suivis de documents. Et une des raisons, c'est parce que maintenant, on est encore avec un système hybride. Donc, on fait une première évaluation, on retourne parfois les auteurs-autrices pour faire des changements avant de les envoyer avec une paire externe. Je partage la même expérience avec les personnes de la bibliothèque. Ils sont vraiment, les soutiens impeccables. Vraiment, il y a beaucoup d'aide de partie de la bibliothèque. Et vraiment, je pense qu'une des grands défis, mais vous connaissez comme maintenant que c'est un projet qui est géré par étudiants. On cherche aussi des étudiants comme évaluateurs, évaluatrices. Donc, ça devient vraiment un défi de chercher des personnes, mais aussi de travailler avec le temps. Parce que pour plusieurs étudiants, ça va être la première expérience comme évaluateur, évaluatrice. Donc, ils n'ont pas non plus l'expérience. Parfois, la qualité de l'évaluation, c'est pas pareil avec des chercheurs et chercheuses qui ont déjà l'expérience en tant qu'évaluateur ou évaluatrice. Donc, pour nous, ce sont les deux défis, chercher les personnes, mais aussi travailler un peu plus avec les temps et la qualité. Et bien sûr que c'est un travail de bénévolat. Donc, on doit prendre en considération que toutes les personnes ont des autres choses, des projets personnels aussi, professionnels et académiques en même temps. Donc, c'est vraiment jouer avec tous ces facteurs en même temps. Notre processus est similaire dans un certain sens aussi parce qu'on est aussi à double aveugle. On commence notre processus
en demandant l'envoi d'un résumé long dans notre cas. Donc, on fait une présélection des articles qui vont potentiellement être appelés, justement parce qu'on accompagne, on offre quand même un accompagnement qui est soutenu tout au long du processus. Donc, on limite le nombre d'articles qu'on évalue. Cette année, on se sentait à l'aise en mettre 4 à 5 selon les sections. Donc, on a reçu les articles, on a fait un tri par équipe pluridisciplinaire. Donc, on est justement 3 responsables de secteur. Je suis responsable de secteur en linguistique, sciences du langage. J'ai aussi une collègue qui est responsable en communication et une collègue qui est responsable en littérature. Et il va toujours y avoir au moins 2 personnes qui vont jeter un œil sur le résumé long qui nous a été soumis. On va prendre une décision par rapport à ça avec une grille qui est à la fois qualitative et quantitative pour juger. On va envoyer une réponse aux auteurs, on va demander que l'article nous soit envoyé. On procède ensuite, on envoie un envoi à 2 évaluateurs, un professeur et un étudiant. Donc, une personne qui a déjà son doctorat et une personne qui ne l'a pas. Parce qu'on pourrait avoir, on a des postdocs qui ont révisé comme étant le professeur. Donc, expert. À partir de là, le responsable de section va recevoir les deux grilles de correction, va les cumuler ensemble, va envoyer et c'est lui qui va faire l'aller-retour avec l'auteur. Cette partie-là n'est pas autant à double aveugle, puisque c'est toujours la personne. Par contre, à la fin, il y a une approbation finale qui est donnée par le comité consultatif. Donc, on a un professeur attaché à l'Université de Sherbrooke qui nous aide à approuver la version finale de l'article avant qu'on passe à la révision linguistique. Encore une fois, on est obligé de signaler aussi que le service des bibliothèques vous est d'un grand soutien. Omélia a sa propre plateforme, son propre site web. Toutefois, tous nos PDF sont archivés sur le site de l'Université de Sherbrooke, sur le dépôt institutionnel, grâce à Sophie Saint-Cyr. On n'a pas la nommer. Quoi dire de plus? Je pense que je rajouterais ici que Omélia est en communication, lettres et sciences du langage et sans doute qu'il va y avoir des choses en commun avec Facteurs humains où on est une revue de plusieurs disciplines qui s'entrecoupent beaucoup. Mais avec mon chapeau de coordonnatrice, je vois l'évolution de chaque article et les discussions montrent que ça s'entrecoupe beaucoup et qu'au final, on arrive à un numéro qui est cohérent au niveau de la structure avec ces 3 sections-là. Et je dirais que c'est un défi, cette interdisciplinarité-là. Mais je pense c'est un défi qui est enrichissant parce que ça nous amène à réfléchir en fait à comment on conçoit nos grilles d'évaluation, comment on arrive à un ensemble cohérent. Et avec le chapeau de la gestion d'une revue, c'est sûr que le fait qu'on fasse ce travail-là de manière volontaire et bénévole, sachant qu'on est aussi au doctorat, ça demande beaucoup de temps et d'implication. À Omélia, on a voulu visibiliser ce travail-là à l'aide d'une petite bourse d'implication. C'est une somme qui reste quand même assez modeste, mais pour nous, c'était important d'aller chercher du financement aussi pour visibiliser ce travail-là. Et pérenniser la revue. Oui. J'aimerais vous lancer sur la question, ça va être le dernier terme qu'on va aborder avant de conclure la table ronde et de passer à la période de questions, mais en lien avec la multidisciplinarité des revues. Puis c'est aussi le cas de la revue des actes des jeunes linguistiques, étant donné que même au sein des sciences du langage, justement, sciences au pluriel du langage, il y a plusieurs disciplines, l'étude du lexique, la morphologie, la syntaxe, la phonétique, la phonologie, etc. Et on n'est pas tous experts. Chacun de nous n'est pas expert de tous ces domaines-là. Comment est-ce que vous composez avec ce défi-là? Est-ce que vis-à-vis des personnes que vous recrutez pour évaluer et vous-même aussi en tant que membre du comité éditorial, est-ce que vous vous attendez au même degré de profondeur dans les évaluations ou bien c'est assez standardisé, peu importe le niveau de connaissance du sujet ou du domaine des personnes évaluatrices?
C'est une très bonne question, à vrai dire. À la revue Facteurs humains, nous, de notre côté, on a choisi de créer des grilles d'évaluation qui sont par type d'article et non par discipline à proprement parler. On a plusieurs types d'articles, articles longs, théoriques, empiriques, méthodologiques. On a les comptes rendus critiques, revues de littérature, notes de recherche. Est-ce que j'en oublie? Ça fait à peu près le tour. Et donc, nos critères d'évaluation sont vraiment sur la base de ces types d'articles-là, peu importe la discipline. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que dans les critères d'évaluation, on dit au regard de la discipline, par exemple. Donc, est-ce que la bibliographie est à jour et pertinente en lien avec la discipline qui est abordée par l'article? Ce qu'on fait aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais même chose que pour Amélia, on reçoit, nous, d'abord et avant tout, des résumés qui nous permettent de faire des sélections sur ce qu'on va accueillir en fonction, bien entendu, de la thématique qu'on souhaite aborder. Donc, nous, on a un numéro thématique par année et depuis peu, on a aussi un numéro varia par année. Donc, on a 2 numéros en tout. Ce qui fait en sorte, en fait, que pour les numéros thématiques, évidemment, les résumés vont nous permettre de sélectionner des textes qui peuvent être interdisciplinaires, qui vont s'intégrer vraiment bien dans la thématique. Par exemple, présentement, on est en train de préparer un numéro sur l'intersectionnalité. Ça touche énormément de disciplines, évidemment. Et donc, on accueille les articles, peu importe la discipline, du moment qui respecte la thématique du numéro qui est présenté. Dans le cas d'un numéro varia, eh bien là, il n'y a pas de thématique précise. Donc, évidemment, on y va vraiment en fonction de la discipline. Tout ça pour dire que lorsqu'on fait la demande d'un résumé, on fait également une vérification auprès de la personne autrice, à savoir elle est inscrite dans quel domaine. Est-ce qu'elle a des directions, par exemple, est-ce qu'elle a plusieurs directions de recherche ou directions co-tutelle de thèse? Ça nous permet un peu de nous guider aussi sur l'angle qui sera abordé par la personne autrice. Donc, si évidemment elle fait un travail, je ne sais pas moi, en linguistique, mais qu'elle est co-dirigée en sociologie, disons, bien nous, ça va nous permettre d'aller chercher des personnes pour évaluer son article qui viendraient de ces disciplines-là variées et qui vont donc évaluer l'article aussi en conséquence de leurs propres compétences et au regard de l'article qu'ils sont en train de lire. Donc, ça nous donne des angles d'évaluation qui sont absolument pertinents, très riches aussi, et ça permet de guider la personne à travers le processus et vers la rédaction d'un article qui va vraiment bien combler les 2 disciplines. Je pense que ça répond bien. Est-ce que ça répond? Oui. Super. Pour compléter ce qu'on disait tout à l'heure, j'ajouterais que dans le comité éditorial que nous formons, nous venons de 3 disciplines différentes et quand nous évaluons un résumé, nous le faisons à double lunette disciplinaire, c'est-à-dire la personne qui est associée à la discipline de l'article et une personne qui nécessairement est d'une autre discipline. Donc, je pense que ça apporte quand même une vision assez interdisciplinaire au point de vue de l'évaluation du résumé. Et ensuite, au niveau des choix des personnes évaluatrices, je pense que Bianca, tu as de quoi nous dire. Au niveau du choix des personnes évaluatrices, le fait de justement demander le résumé long et de le demander pratiquement 3 mois à l'avance, ça nous donne le temps de justement aller chercher les perles qu'il nous faut pour avoir un sujet particulier, précis. Parce que des fois, on a des sujets dans les articles qu'on a eu de publier dans l'édition précédente. On avait quand même un article sur l'opéra du 18e siècle. L'opéra lyrique du 18e siècle. Aller trouver la personne qu'il faut pour corriger à l'anonymat. Une personne comme ça demande de fouiller quand même très, très longtemps. Donc, Francesca, qui est responsable de la section littérature, a eu tout un travail à faire de son côté. Les articles qu'on a eus en linguistique étaient plus généraux dans ce sens-là. Et nous, étant donné qu'on est toujours dans des formats de variables, parce que justement, on est très interdisciplinaire et on se verrait mal, surtout si tôt dans notre processus limité. Et on trouve qu'un article par un numéro par année, c'est amplement suffisant. Je le lire. Je le fais pas. En ce moment. Il faut dire qu'Ariane fait ça à temps plein. Ariane est une personne dotée d'un doctorat.
Donc, mais oui, ça peut être ça. Parfait. Nous, on a discuté par rapport à ça, parce que même ici, dans le département de linguistique, on a des super sections, on dirait comme didactique de langue, linguistique, plus linguistique théorique, puis on a aussi traductologie. Et pour l'instant, maintenant, on a moi qui viens de didactique de langue, des personnes qui viennent de linguistique, mais on essaie aussi de faire en équipe que c'est plus varié pour amener vraiment les valeurs que tout le monde peut apporter quelque chose. Mais c'est vraiment un défi en cherchant des personnes qui vont être les évaluateurs, évaluatrices. Surtout parce que moi, je connais plusieurs, par exemple, personnes en didactique de langue, mais je ne connais pas vraiment des contacts dans la partie de linguistique. Donc, avoir en équipe que c'est assez varié, je pense que donne aussi ou ajoute ces valeurs de contact aussi dans les cas de ces projets qu'on utilise des étudiants pour vraiment trouver des personnes qui vont nous aider dans le futur. Et je pense que ça serait la formule, au moins pour les projets ici avec nous, de chercher des personnes qui viennent des trois disciplines pour vraiment avoir des contacts partout. C'est le temps, malheureusement, de conclure la table ronde avant de passer à la période de questions. On aurait pu rester, discuter encore longuement. Ça nous prend un forum des publications francophones étudiantes, tout à fait d'accord. On lance l'idée, on met ça en marche très bientôt. Pour conclure, j'aimerais ramener à ce qui est le point commun des trois revues ici que vous représentez. Ce sont les étudiantes et les étudiants, mais spécifiquement un besoin que vous avez nommé de permettre aux jeunes chercheurs, jeunes chercheuses de publier, donner une occasion de s'exercer à la rédaction d'un article, s'exercer à l'évaluation d'un article et aussi à l'édition de tout ce processus-là. Donc, j'aimerais déjà saluer ces initiatives parce que cet espace-là, il est plutôt rare. Et ce qui m'amène à ma question d'ouverture. Pas nécessaire d'y répondre explicitement dès maintenant parce que je vais donner l'occasion au public de poser des questions. Mais je me demande, est-ce que, il y aurait un intérêt, un besoin de formaliser le développement de ce genre de compétences-là en lien avec la rédaction savante dans les cheminements? Je vois Bianca qui opine. De formaliser ça dans le cheminement des étudiantes et étudiants en recherche au cycle supérieur dans les universités. Je lance ça dans les airs. Mais je veux laisser le public poser leurs questions. On verra s'il y aura peut-être du temps pour explorer celle-là. Et je veux juste dire, avant de prendre les questions, donc en ligne, dès maintenant, si vous voulez poser une question par écrit, vous pouvez la rédiger. Comme ça, je peux y retourner après les questions verbales dans la salle. Mais vous pourrez aussi en ligne poser des questions verbalement. Donc, il y a une question ici. Ben, un peu en lien avec ça, je me demandais, pour les personnes qui désirent soumettre une proposition, mais est-ce que justement il y a comme un guide qui est disponible pour savoir comment s'y prendre pour rédiger le résumé ou pour faire l'article carrément? Là? Qu'est-ce qui est disponible pour guider les personnes qui... Je vais juste le dire pour en ligne. Donc, la question, c'est en lien avec est-ce que les étudiants qui veulent soumettre pour une proposition de publication, est-ce qu'il y a des guides, des procédures, comment est-ce qu'on s'y prend? Nous, on n'offre pas encore de guide en tant que tel. C'est dans le processus, dans ce qui est dans la machine. J'ai souvent appelé le processus comme étant monter un avion en plein vol. C'est une métaphore que je vais tirer jusqu'à la fin, je crois. Donc, on est en train de les bâtir, ces outils-là, mais par exemple, on a construit un modèle pour la rédaction de l'article avec qu'est-ce qu'on s'attend dans les sections. Donc, pour l'article long, pour l'instant, il l'a. Pour le résumé, non, on ne l'offre pas encore. Voilà, c'est parce que c'est un processus qui est quand même chronophage à mettre en arrière-plan. Il y a beaucoup de réflexions à avoir. Alors, pardon.
Pour la revue Facteurs humains, on a développé en fait des directives de rédaction dans lesquelles on explique en gros qu'est-ce qu'on attend pour chaque type d'article. On est aussi extrêmement transparent, donc c'est possible de voir qu'est-ce qui est évalué. On a la grille d'évaluation dans les directives de rédaction, donc les personnes étudiantes peuvent se fier à la grille d'évaluation pour savoir ce qui sera évalué et donc rédiger l'article en conséquence. Pour le résumé, on indique ce qu'on attend dans un bon résumé d'un article scientifique. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, moi, je donne des formations sur la rédaction d'articles scientifiques dans laquelle, en fait, c'est une seule formation que je donne plusieurs fois par année, dans laquelle je détaille vraiment ce qui est attendu dans un article long, puisque c'est le type de publication qu'on retrouve en plus grande quantité dans les revues scientifiques. Aussi, je vous invite, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, les bibliothèques en général, là, universitaires, là, ça doit être le cas aussi à Sherbrooke, elles offrent aussi différentes formations sur la rédaction savante. Par exemple, ici, on a des super formations là, à la bibliothèque sur la rédaction de revues de littérature, que ce soit systématique ou narrative. Vous pouvez aussi rencontrer vos bibliothécaires conseils par discipline qui vont vraiment pouvoir vous accompagner. Donc, il y a énormément de choses qui existent. Niveau documentation, il y en a aussi, il y a beaucoup d'articles en rédaction savante que vous pouvez trouver en ligne. Il y a énormément de choses qui ont été publiées aussi, version papier. Là, je pense entre autres à Écrire les sciences sociales. J'ai oublié le nom de l'auteur, malheureusement, là. Mais le titre, c'est Écrire les sciences sociales. Et il y a tout un point là, sur la rédaction d'un article scientifique. Donc, bref, il y a toutes sortes de documentation qui existent. Voilà. Je pense que ça fait le tour. Ce qui concerne les actes de GTL, il y a déjà des documents, heureusement, que mes collègues ont commencé dans les années dernières. Ils ne sont pas des documents encore publiés officiels, mais ça, c'est une partie de mon but cette année. C'est à la fin de cette année, au moins, on aura une que ça sera publié. On va travailler dans une deuxième pour les revues de littérature. Mais je vous donne des conseils. Parfois, il y a aussi dans toutes les revues qui sont déjà scientifiques, il y a des espaces où vous pouvez trouver des documentations de comment faire, comment structurer un article, une revue. Donc, moi, c'est ce que je fais avant pour publier. Donc, j'essaie de trouver dans les revues scientifiques qu'est-ce qu'ils donnent comme documentation, mais après, ça donne comme une idée vraiment claire et c'est pas mal partout, bien standardisé. Donc, ça pourrait changer un peu d'une revue à l'autre, mais ça donne vraiment une idée générale. Donc, ce serait une bonne manière de commencer si jamais vous voulez commencer. Merci. J'ajouterais ici que les articles qu'on consulte tous au quotidien sont des articles qui sont finis, qui ont été révisés. Il y a eu plusieurs cycles de révision et je pense que c'est important de garder à l'esprit qu'une version initiale qu'on envoie, qu'on soumet, ne sera pas la version définitive. Donc, il faut aussi, je pense, se faire confiance et de tenter un peu sa chance aussi des fois. Parce que oui, il y a la qualité de la version initiale du manuscrit, mais ça dépend aussi des choix éditoriaux, de la thématique, de la façon dont on l'a construit. Donc, je pense que c'est des choses à garder en tête quand on pense à soumettre un article. Merci, excellente question. Puis ça me fait penser que implicitement, ça revient généralement à la direction de recherche d'accompagner les étudiants là-dedans. Et là, ça veut dire que on en remet à la bonne volonté, à la bonne disponibilité des personnes concernées. Donc, d'avoir des moyens de formaliser, de rendre disponible, de rendre accessible ce genre de procédure-là ou de se former. Hein, c'est une partie de formation là-dedans, développement de compétences en rédaction, mais aussi développer la littératie de la publication, de comment ça fonctionne, ces mécanismes-là, ces procédures-là. Puis ça demande un certain type de produit, de production textuelle qui est différente du mémoire de maîtrise ou de la thèse de doctorat. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, oui. Est-ce qu'il y a la contrainte géographique pour les articles? Par exemple, est-ce que
vous acceptez seulement les articles des étudiants canadiens? Ou bien, par exemple, moi, je suis de l'Ouzbékistan et il y a des chercheurs, chercheuses qui font des recherches en français. Mais en Ouzbékistan, pour les étudiants, il est difficile de trouver euh, des journaux en français. Donc, on doit publier soit en russe, soit en anglais, soit en ouzbek. Est-ce que c'est possible de postuler par l'Ouzbékistan? Alors, la question porte sur les conditions d'acceptation, non, pas du manuscrit, mais au départ, est-ce que la personne est éligible pour soumettre en lien avec son emplacement géographique? Donc, est-ce que vous acceptez seulement des propositions d'étudiantes, étudiants canadiens ou non? Alors, dans le cas de la revue Facteurs humains, la nationalité n'a aucune importance. C'est plus l'inscription à l'Université Laval. Donc, si vous êtes à la maîtrise, au doctorat à l'Université Laval, il n'y a aucun souci. On accepte aussi les articles qui vont être co-rédigés. Donc, si par exemple, il y a un étudiant, une étudiante ici à l'Université Laval, mais qui souhaite rédiger un article co-rédigé, donc avec des personnes qui sont d'autres universités, il n'y aura pas d'enjeu non plus, du moment qu'il y ait une personne qui est autrice principale, qui va être dans la liste des personnes autrices, évidemment. Et le sujet, si par exemple on aborde un sujet justement lié à un autre pays dans le monde, il n'y a pas de problème non plus, là, ça n'a aucun impact du tout. C'est vraiment juste, est-ce que l'article est en français et est-ce qu'il est rédigé par une personne, au moins une personne étudiante à l'Université Laval. Donc pour le reste, vraiment, il n'y a pas d'enjeu. Pour la revue Omélia, on est rendu à la deuxième édition d'Omélia. La première était ouverte aux personnes de l'Université de Sherbrooke pour la première édition. La deuxième est ouverte aux personnes étudiantes affiliées à des universités canadiennes qui s'expriment en français. Et ça en raison du fait qu'on en est rendu à la deuxième édition. C'est dans les clous pour que la revue devienne internationale, mais pour l'instant, on y va petit à petit. Parce que justement, il y a beaucoup à concevoir en arrière-plan, donc on ne se voyait pas se lancer avec le risque d'avoir une multitude d'articles qui nous est arrivé quand on est encore en train d'établir certains processus éditoriaux. C'était notre première édition, par exemple, cette année, où on faisait vraiment avec des résumés longs. Donc, notre grille a été conçue en même temps qu'on a envoyé l'appel pour les résumés longs. Donc, pour avoir un plus petit bassin pour pouvoir tester avant de passer sur un processus qui est plus large, on trouvait ça plus pertinent d'y aller de manière progressive. Donc, mais on a espoir de l'avoir avec de vision internationale un jour. Et pour ce qui concerne les actes, bon, on lance l'appel à les personnes qui participent dans les colloques. Donc, ça fonctionne un peu plus différent. Mais heureusement, je pense que maintenant, il y a aussi des présentations qui sont en ligne. Je ne me trompe pas? Oui ou pas? Dans les communications. Oui, dans les communications? Oui. Oui. Donc, j'imagine que si une personne veut vraiment faire communication en ligne, après, fait partie les projets, puis pour publier avec nous, ça serait correct. Il n'y a aucun problème. Oui, ben, je souligne que, étant donné que les actes des jeunes linguistiques sont des actes d'un colloque, Ouais. l'appel à contribution n'est pas public. C'est-à-dire que l'appel, c'est ça, il faut avoir, exactement, c'est ça. Mais maintenant, comme vous savez, les colloques aussi, on peut faire les communications en ligne. Ça permet aux personnes dans les autres géographies de présenter après participer. Oui, sans avoir à se déplacer pour le colloque. Dans certains cas, devoir demander un visa pour se faire, donc plus de procédures. Mais il faut participer avant dans les colloques. Merci beaucoup. C'est la seule condition. Ce qui est votre cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne peut-être, ou sinon ici dans la salle? Oui, Maggie? C'est pas tant une question plutôt qu'un défi que nous, l'an dernier, on avait rencontré dans les actes des journées de linguistique. C'était au niveau des évaluations qui étaient super variables. Fait qu'on essayait d'aller chercher des gens spécialisés dans le domaine de la présentation. Mais après ça, on a des évaluations qui étaient super complètes, puis d'autres qui étaient super minimes. Fait qu'on se retrouvait, nous, les gens du comité, à finalement faire une évaluation à 2 personnes
éditoriale parce que l'évaluation n'était pas du tout assez élaborée ou assez osée, si on veut, parce qu'il y a des articles qu'il fallait carrément changer toute la structure du texte. Fait que c'était beaucoup de travail pour ça. Fait que c'est un point que je soulève. Je sais pas si au milieu, vous avez un peu ce genre de problème qui vous arrive. Peut-être facteurs humains, là, c'est les professeurs qui font la vérification, si je comprends. Je lance ça. Et donc, Maggie, tu es impliquée dans un projet éditorial pour les actes Ouais. et tu soulignes que parfois les évaluations sont très variables en qualité, en degré de développement, de profondeur. Et parfois, il faut que des membres du comité éditorial interviennent et complémentent les évaluations externes. Exact. On l'a vécu. C'est pas je pense que c'est un problème que toute revue scientifique à double aveugle va se heurter nécessairement. Nous, étant donné qu'on a des étudiants qui sont à leur première évaluation d'un côté, la manière qu'on a trouvée pour compléter cet élément-là, ça a été de fournir 2 versions de notre grille d'évaluation. On a une version qu'on envoie aux professeurs et on a une version qui est commentée avec des commentaires de Laura, majoritairement et de moi dessus, qui explique qu'est-ce qu'on attend par ces éléments-là. Ce qui n'empêche pas qu'on peut avoir des retours d'articles. Il y en a un que j'ai reçu où ce qui est marqué dans la partie, par exemple, qualitative, ne correspond pas à ce qui est dans la partie quantitative. Je regarde l'évaluation dans la partie qualitative, ça me dit que l'article est très bon et ça me dit correction majeure dans la version quantitative. Ce qui veut dire que moi, je vais aussi avoir besoin d'avoir un regard et que je vais être le 3e œil dessus. Parce que l'autre évaluation que j'ai reçue peut être très différente. Donc, face aux 2 évaluations, la personne qui est en charge de la section va avoir un poids à donner. C'est pour ça qu'on a un contrepoids et que cette personne-là, que je suis responsable. Mais que chacune des personnes responsables de section a quand même son poids à donner dans un contexte comme celui-là. Et on veut aussi que les personnes autrices puissent avoir des remarques constructives et qu'ils ne soient pas perdus non plus dans une avalanche de commentaires qui sont parfois contradictoires. Je pense que recevoir un article qu'on a mis 3-4 mois à écrire et recevoir 80 commentaires, bon, il va falloir les lire. Donc, on passe aussi là-dessus en ayant conscience que quelqu'un va lire ces commentaires-là et va devoir revoir son manuscrit. Le contexte de la revue Facteurs humains, puis c'est le contexte qu'on a évoqué tout le monde, c'est l'interdisciplinarité. Ça fait vraiment une différence aussi sur le type d'évaluation parce que le type d'évaluation d'une discipline à l'autre peut aussi changer juste même dans une thèse, là. Donc, c'est sûr que ça apporte quand même des regards qui sont très intéressants. Moi, je pense qu'en fait, ça se complète très, très bien. Le fait d'avoir une grille d'évaluation, la plateforme OJS permet ça, en fait, et moi, je trouve que c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est que nous, notre grille d'évaluation, elle se présente vraiment comme des questions que les évaluateurs n'ont pas le choix de lire et auxquelles ils n'ont pas le choix de répondre. Donc, j'ai la fameuse petite étoile rouge là, quand on remplit un formulaire, là. Donc, en fait, ils doivent répondre. Parfois, c'est des réponses à choix multiples du genre est-ce que la bibliographie est pertinente et à jour? L'exemple que j'ai donné tout à l'heure, c'est bon, moyen. Bon, voilà, ils doivent cocher. Et ensuite, ils ont une boîte de commentaires où ils peuvent apporter des précisions supplémentaires. Et c'est là que ça va varier. Dans certains cas, on va avoir des précisions immenses, là, vraiment un très, très gros texte qui résume pas beaucoup, qui est donc trop complet et que nous, on doit synthétiser éventuellement pour les bénéfices de la personne autrice parce qu'évidemment, 80 commentaires quand on travaille sur un article depuis longtemps, ça fait vraiment mal au cœur. Donc, on essaie de faire attention à tout ça. Parfois, on reçoit aussi des articles qui ont été commentés en suivi des révisions là, sur Word. Donc, ça, c'est très précieux pour les personnes autrices, évidemment. Donc, ça, à part si on a besoin de tempérer un petit peu le ton, là, on envoie tout le temps là, les articles comme ça. Et donc, ça peut varier effectivement. Je pense que la clé, elle se trouve dans la personne, justement, qui va passer derrière les évaluations.
C'est vraiment ça qui fait toute la différence à ce niveau-là, là. Merci, merci pour vos questions. C'est tout le temps qui nous était accordé pour la table ronde. Il y a une communication pour les GDL qui va commencer sous peu. Donc, je prends le temps de vous remercier encore une fois, Alejandro, Bianca, Laura et Ariane, pour votre présence et votre participation à cette table ronde sur un sujet qui me tient à cœur et qui est très important pour le développement des compétences des étudiantes et étudiants-chercheurs. Et merci à toi pour l'animation et ces belles questions et pour l'invitation au JDL. Merci.